Bonjour. Bon, alors on va tout doucement commencer cette session. Alors, je suis moi, personnellement très honoré, très heureux d'animer cette table ronde intitulée « Faire le choix de la sobriété pour l'innovation urbaine ». Alors, je crois qu'on a 2-3 sujets très très chauds. On a un terme de sobriété qu'on va sûrement aborder. Juste pour faire un rappel, en 2050, 2 tiers de la population donc, se concentrera dans les villes et les grandes agglomérations. Évidemment, un volant d'inertie autour de problématiques liées à l'économie, des problématiques sociales, des problématiques urbaines, écologiques. Donc, évidemment, sur la question de la sobriété, peut-être juste avant, j'avais une question à poser. Première présentation. Donc, bonjour Antoine Sellier. Vous êtes représentant de GRDF. Sur les questions de solutions et d'innovation autour des enjeux de développement du logement. Antoine, Régis Cointreau. Contreau, oui. Voilà, j'ai fait l'erreur. Mais je te l'ai dit, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Tout le monde m'appelle Cointreau. D'accord. Donc, Nantes Énergie. Alors, Énergie de Nantes. Énergie de Nantes. C'est un nouveau modèle puisque on est le premier fournisseur d'énergie tourné vers la sobriété et sous forme associative de France. Et on est en cours de création pour un lancement prévu début janvier 2023. Et je crois que vous connaissez, ancien de GRDF. Ben oui, parce que j'ai monté avec les personnes qui sont ici un projet qui s'appelait Urban Low Tech à l'époque où j'étais à GRDF, que j'ai quitté pour monter Énergie de Nantes. Formidable. Cédric Carle, vous avez fondé Atelier 21, donc une association spécialisée sur aussi la question de la low tech et de l'énergie. Alors je vais faire attention aussi, Phobé de Souza Passos. Alors, on m'entend? Oui, non, c'est Phébé. Phébé, voilà. Nouvelle erreur, donc chargé de mission à l'Urban Lab, ville de Paris. Chef de projet à l'Observatoire de l'Urban Lab, qui est en fait la plateforme d'innovation urbaine de Paris & Co. C'est un peu compliqué, mais voilà, on travaille avec la ville de Paris et la métropole du Grand Paris sur beaucoup de projets. Très bien. Et puis Olivia Conil, Lacoste, directrice développement durable chez Bouygues Immobilier. C'est bien ça? Absolument. Merci d'avoir retiré le R. Bon, formidable. On va commencer, alors on a des sujets très très chauds, mais on va commencer, je propose en tout cas qu'on commence par peut-être une petite définition de ce qu'est la sobriété pour chacun de vous. Et puis il y aura une petite question subsidiaire, c'est faire le choix. Qu'est-ce que c'est faire le choix aujourd'hui sur cette notion de sobriété? Peut-être commencer avec vous, Phébé. Très bien. Allez, on est parti. Alors, faire le choix chez nous, ça a plusieurs niveaux. C'est d'abord dans l'écosystème dont on s'entoure, en fait, les acteurs qu'on choisit pour avancer, pour travailler, notamment dans les partenaires, en fait, les experts, etc., qu'on choisit. Donc ça, on se garde aussi le choix de faire attention à qui ils sont, à leurs projets passés aussi et surtout futurs. Le choix, il réside aussi dans les innovations qu'on accompagne, forcément, puisqu'on est à la fois un incubateur, un laboratoire d'expérimentation urbaine, mais aussi un accompagnateur d'innovation sociale. On va faire attention à qu'est-ce que les innovations en fait, qu'on a envie d'accompagner, quels sont les besoins auxquels on a envie de répondre, besoins usagers, mais aussi besoins partenariales. Et sur les questions de sobriété, donc peut-être qu'on en reparlera plus en détail, mais on a envie, nous, chez Paris & Co et à l'Urban Lab, de véhiculer une image positive de la sobriété, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, et de transformer ce qui peut paraître comme une contrainte en opportunité. Et c'est comme ça qu'on imagine, en fait, en tout cas, toutes les collaborations qui naissent des mises en relation qui peuvent naître entre start-up, porteurs de projets, coopératives, mais aussi grands groupes privés, publics. Et toutes ces opportunités-là, on s'en fait le porteur, quoi. Peut-être Régis, la sobriété. Est-ce que je sais que... Alors pour moi, pour nous, la sobriété, c'est d'abord réduire le besoin. Réduire le besoin et donc par voie de fait, réduire notre consommation d'énergie. Et il faut bien la différencier parce que des fois, il y a des confusions qui peuvent se créer entre sobriété et efficacité. Puisque efficacité, on ne change pas vraiment le besoin, mais c'est juste que pour un besoin identique, on va parvenir à réduire notre consommation par des moyens qui sont plus efficaces. L'exemple qui est régulièrement retenu,
C'est la sobriété, c'est mettre un pull. Et de fait, on a moins de besoins pour devoir se chauffer. Là où isoler des logements, c'est très bien, mais on le classe plutôt dans la catégorie de l'efficacité. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, parce que je vois toujours, et je vois par exemple, on va parler d'actualité, RTE a fait des annonces aujourd'hui autour du fait qu'on allait devoir aller vers la sobriété cet hiver, parce que vous avez dû suivre qu'on est quand même dans une petite crise énergétique qui fait qu'on risque d'avoir des ruptures d'approvisionnement. Il y a vraiment une différence entre différents types de sobriété, des sobriétés qui sont de l'ordre individuel, c'est ce que demande beaucoup RTE aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent des petits gestes d'aller réduire notre consommation. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'aller vers une sobriété collective. Et donc c'est bien sûr important de raisonner à l'échelle individuelle sur comment est-ce qu'on va réduire nos besoins, mais ça peut passer aussi, et j'ai envie de dire surtout, par une réorganisation de nos sociétés et de nos villes qui vont nous permettre globalement, en mutualisant des choses, de pouvoir consommer moins. Un deuxième point que j'ai envie de dire qui est important, et je ne vais pas trop m'étendre pour laisser la parole à tout le monde, c'est que la sobriété, elle n'est pas qu'énergétique. On a souvent pensé la sobriété en termes de on consomme moins de kilowattheures. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la sobriété, notamment en termes de ressources. Il n'y a pas que les énergies fossiles qui ont des limites sur notre planète. Il y a toutes les matières premières, les métaux rares, les terres rares qui portent peut-être pas très bien leur nom. Enfin, tout un tas de choses qui fait que, oui, il n'y a pas que la sobriété en énergie, mais c'est aussi les besoins matériels en termes de transport, de déplacement et de ressources de manière générale. Très bien. Antoine Sellier, vous voulez peut-être, sur cette notion de sobriété, peut-être faire le choix. Voilà, moi, je partage complètement l'idée de l'efficacité. La sobriété n'est pas l'efficacité, quoique les deux peuvent converger, ce que vient d'expliquer Régis. Mais je pense qu'il faut aussi éviter un autre malentendu, c'est la sobriété et le rationnement. Parce que là, aujourd'hui, on est dans une situation de crise conjoncturelle, avec ce qui va se passer cet hiver, et ce serait dommage de confondre le conjoncturel et le structurel. La sobriété, c'est un sujet structurel, puisqu'on agit sur le changement de comportement, mais en profondeur, de manière durable, à moyen, long terme. Et je pense que c'est dommage, en ce moment, il y a un peu un amalgame. Le mot sobriété perd un peu de sa saveur, parce que il fait l'objet d'une utilisation médiatique intense. Et du coup, c'est dommage, parce que derrière la sobriété, il y a quand même un idéal, une certaine pensée quasi philosophique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas le limiter à cette problématique de délestage et de rationnement de l'énergie liée aux problèmes conjoncturels cet hiver. Voilà, moi, le point d'attention que j'aimerais apporter par rapport à tout ce qui a été dit. Olivia Cornil, est-ce que vous voulez dire quelque chose concernant cette notion de sobriété et peut-être aussi la question de faire le choix ? Absolument. Donc, moi, j'aimerais bien replacer le terme de sobriété dans le contexte de l'innovation urbaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le plan gouvernemental qu'on attend là-dessus, on l'assimile beaucoup à l'énergie. Et je pense que parler de nature aussi, et du rôle de la nature dans la ville, notamment de la végétalisation par exemple, c'est aussi une voie vers une ville plus sobre. On sait qu'au 19e siècle, on a vraiment parlé de structurel, on a vraiment structuré les villes de manière technique. On parle de diamètre, de coefficient, on est dans des infrastructures grises. Aujourd'hui, penser végétalisation aussi à l'échelle urbaine, c'est peut-être demain aller vers des solutions plus sobres en ressources finalement, en énergie aussi, pour traiter des problèmes de la ville. Et je pense que ce n'est pas un hasard si avant l'été, en juin, il y a eu un plan de renaturation qui a été proposé par le gouvernement et qui a aussi 500 millions d'euros que le gouvernement va co-investir avec des villes, peut-être pour développer ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme sobriété, on l'assimile beaucoup à l'énergie et peut-être trop d'ailleurs à l'efficacité, comme vous dites. Mais je pense que cette question de la nature, et c'est un sujet que je défends beaucoup, moi, au sein de mon métier aussi, de la promotion immobilière et de l'aménagement urbain, c'est aussi peut-être une voie. Et puis, en termes de choix, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose de partagé, c'est un constat partagé aujourd'hui par beaucoup. Mais finalement, c'est le choix de la vitesse de changement, le choix de la vitesse à laquelle on veut changer. Pour une entreprise comme Bouygues Immobilier et pour le groupe Bouygues de manière plus générale, en fait, aujourd'hui, c'est est-ce que je régule un peu la manière existante de faire mon métier ou est-ce que je change de paradigme en intégrant vraiment justement ces contraintes de sobriété à la fois sur le climat, sur la biodiversité. Combien je mets ? Combien j'investis ? Aujourd'hui, c'est ce que demandent nos actionnaires. Quels produits, quelle offre je sors qui traduisent vraiment cet engagement.
Et donc ça, je pense que c'est des choix stratégiques dans le monde de l'entreprise et qu'en fait, ils arrivent... Et forcément, ça pose des contradictions. Et ça pose aussi des nouveaux business models, une nouvelle manière peut-être de compter, d'intéresser les salariés. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, dans ma vie quotidienne, les choix qu'on pousse, les choix qu'on doit faire au quotidien, c'est des choix de cet ordre-là. Nature en ville, c'est un vrai sujet. On va revenir sur les solutions tout à l'heure parce qu'il y a plein de sujets, même ne serait-ce que sur l'agriculture urbaine. C'est vrai que renaturer la ville, c'est un sujet qu'on voit à Paris, mais on voit ça, on va arriver à ça dans beaucoup de grandes capitales. Donc on vient juste après. On va finir par vous, Cédric Carl. Donc la question de sobriété, comment est-ce que vous l'abordez en tant que directeur d'association? Je crois que déjà, en fait, on a bien balayé en fait le sujet. Et effectivement, pour travailler sur la transition énergétique depuis une vingtaine d'années entre la France et la Suisse, et même avec des acteurs un peu européens, et la difficulté de la sobriété, c'est la question de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans une posture où toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus gros, toujours des habitats plus grands, puis toujours mieux chauffés. Et puis tout est plus grand, puis on va aussi sur d'autres planètes. Et puis, tu vois, on est vraiment dans un truc, je ne vais pas dire le mot croissance, expansionniste. Tu vois. Et là, en fait, on doit faire un mouvement inverse. Donc, c'est pas une posture qui est facile en fait, mentalement, socialement, politiquement. Politiquement, ça demande énormément de courage. J'ai le souvenir d'échanges aux Assises européennes de l'énergie à Genève récemment avec d'autres acteurs européens, avec des acteurs qui avaient réussi à faire baisser d'1 degré dans les administrations, etc. Et pour moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment certains élus ou services techniques ont réussi à faire passer on va moins chauffer, on va être moins dans la dépense énergétique, et comment ça a été accepté. Et du coup, je disais dans ce groupe de travail que la difficulté n'était absolument pas technique, qu'elle était quelque part une forme d'ingénierie politique, en fait, de comment est-ce qu'on parle des choses, quel vocabulaire on utilise, rationnement, sobriété, décroissance, tout ça, c'est des choses qui sont voilà, des sujets d'actualité, en fait, hein, finalement, pas que depuis le conflit en Ukraine et les problèmes de gaz et d'énergie électrique en Europe, mais aussi depuis le Covid et encore avant, depuis Fukushima. Chaque grande crise a ses sursauts de réveil sur ces questions-là, parce qu'on sait mathématiquement qu'on ne va pas y arriver en continuant à cette idée d'expansionnisme sans limite, parce que la Terre a des limites, je crois qu'on commence à l'avoir compris, et que si on n'essaye pas de réguler et d'avoir une forme d'humilité technologique, énergétique, et en termes de ressources, on va vers des crises plus fortes, en fait. Donc finalement, c'est nous que ça concerne, quoi. C'est intéressant, André Geertz parlait de simplicité volontaire sur la question de l'engagement personnel, sur nos engagements, et sur la question de comment ça se traduit pour chacun de nous. Et c'est vrai que je pense que la notion de sobriété, on discutait ensemble, Antoine Sellier, lors de la préparation, vous disiez finalement la sobriété, pour moi, c'est presque pour nous un non-sujet, parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez développer en fait, cette idée-là ? Oui, en fait, c'est vrai que c'est pas un sujet à la mode qu'on saisit comme ça, en mode. Enfin, nous, la sobriété, c'est un sujet qui est au cœur de la stratégie. J'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui, on a déployé 10 millions de compteurs communicants. Ça a pris des années, on l'a fait. Ces compteurs communicants, ils sont en place. Ce n'était pas pour la beauté du geste. Derrière, c'est qu'on fait un pari énorme. C'est de dire que les gens, à partir du moment où ils ont accès à la donnée de consommation, quand vous commencez à piloter, vous avez l'information, vous commencez à changer de comportement. Donc ça, c'est quand même un pari qui a coûté plusieurs milliards d'euros, hein, qui a été déployé. Aujourd'hui, on est content d'avoir ces compteurs communicants, parce que la donnée de consommation, elle est mise à la disposition. Ce n'est pas nous qui l'exploitons, on la met à la disposition de tout un écosystème d'acteurs qui, derrière, vont construire des services pour que les habitants puissent avoir accès à la donnée de consommation. Donc vous voyez sur votre téléphone, effectivement, pourquoi l'information comme quoi vous avez consommé beaucoup d'énergie et beaucoup plus que les logements équivalents dans la même zone. Donc vous allez vous poser des questions et ça commence à induire un changement. Donc ça, avec les données de consommation, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des chaufferies dans des immeubles qui sont mal réglées. Il faut juste bien les régler et on gagne jusqu'à 10-15% d'économie d'énergie. Donc la donnée permet comme ça de générer des gestes de sobriété
qui ne nécessitent pas des investissements technologiques monstrueux. Vous me ferez un bond formidable parce que justement, une article qui est sorti ce matin dans Le Monde qui parlait justement des co-watts. Donc peut-être que, Régis, est-ce qu'on pourrait parler de ces enjeux-là? Apparemment, pour faire face à ce qui va se passer les prochains mois, on sera peut-être sollicité via des applications ou une application. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors oui, donc vous avez vu, l'énergie coûte très cher en ce moment sur l'ensemble des marchés. C'est la conséquence d'un certain nombre de choses, d'un parc nucléaire qui est pour plus de moitié à l'arrêt, l'augmentation du prix du gaz suite à la situation en Ukraine, et un fonctionnement des marchés qui fait qu'on n'est plus à 1000 euros du mégawattheure, alors qu'à votre prise de courant, le gaz, vous le payez à peu près 60 euros du mégawattheure, et l'électricité, 70 euros. Alors 1000 euros du mégawattheure, c'est l'électricité. Le gaz, bien sûr, c'est beaucoup moins sur les marchés. Donc du coup, ça, c'est quand même le reflet qu'on a des tensions extrêmement fortes sur les approvisionnements en énergie, et que donc du coup, il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce que fait RTE? Il propose ce dispositif, effectivement, qui est EcoWatt, qui consiste à envoyer des SMS, je crois, et envoyer des messages sur une application aux gens pour qu'ils réduisent leur consommation d'énergie. Jusqu'à combien? Ils ont annoncé ce matin que ça pouvait atteindre jusqu'à 15% de besoin de réduction de la consommation d'énergie, notamment si on a un hiver froid, notamment si l'automne est froid, parce que le parc nucléaire, et pareil, ça a été annoncé ce matin, pourrait être relancé petit à petit, mais progressivement et de manière tournante dans l'hiver. Donc peut-être qu'en novembre, on va avoir des coupures tournantes. Ce qu'avait annoncé la ministre de l'Énergie, c'était aux alentours de 2 heures. Bon, ça, le truc, c'est que, effectivement, ce sont des mesures d'urgence. Tu l'as dit, Antoine, il y a une différence à faire. C'est-à-dire que oui, on va sur la sobriété, mais qu'il y a quand même beaucoup de l'ordre de la responsabilité individuelle. Et en fait, on essaye de passer des situations d'urgence. Notre problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on installe la sobriété de manière entendable, ça a été déjà dit, et j'ai envie de dire joyeuse, pour reprendre certains termes, dans nos sociétés. Et ceci par des choses qui sont de manière collective. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on dit des choses tout à l'heure, j'ai envie de citer quelques chiffres. Ce qu'on dit, c'est que en termes d'émissions de CO2, il faudrait qu'un Français ou une Française moyen ou moyenne diminue ses émissions de CO2 par 6. Aujourd'hui, on est à 12, il faudrait à peu près diminuer à 2. BNL Evolution, il me semble qu'ils sont présents sur le salon, a dit qu'en gros, la sobriété, ça voulait dire avoir 30 mètres carrés de surface habitable chacune et chacun. C'est pas rien, quoi. Et du coup, ça, pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être éminemment démocratique et collectif et discuté. Et toute la question, et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est pour ça que nous, Énergie de Nantes, on se crée à une échelle locale, c'est de s'organiser, c'est d'impliquer les gens, c'est de faire des choix et de ne pas leur imposer. Et je pense que c'est ça qui est fondamental pour que petit à petit, les gens se réapproprient l'énergie et puissent collectivement mettre des actions en place qui soient compatibles avec les limites qu'on a, et ce, de manière durable. Merci. On va revenir d'ailleurs assez rapidement sur cette notion aussi d'innovation urbaine. Fébé, j'aurais souhaité que vous, peut-être on rebondisse sur toute cette notion de volonté, la question, la façon dont on aborde faire le choix. Récemment est sorti un rapport en 2021 sur la question de la ville low-tech, auquel vous avez peut-être participé ou peut-être animé, peut-être plusieurs d'entre vous d'ailleurs, je ne sais pas, avec cette notion donc de low-tech, voilà, à prendre différentes façons de le prendre, mais on pose la question en fait du discernement. Comment la ville de Paris, comment vous, Urban Lab, abordez cette notion de discernement? Voilà, et quelques exemples. Alors effectivement, donc ce rapport, il est là, c'est un livrable qui est sorti en juin de cette année et qui fait en fait le retour sur le groupe de travail qu'on a lancé l'année dernière avec certains autour de cette table, co-animé avec l'Atelier 21 et autour de la table, donc il y avait GRDF, Grand Paris Aménagement, SNCF Immobilier, Groupama Immobilier et BNP Paribas Real Estate. On a été rejoint ensuite par Procivis, on a été accompagné par des acteurs et des experts comme l'AREP. Je cite notamment Philippe Biouy, qui est une des têtes de file donc de la low-tech. L'ADEME est évidemment aussi en soutien. Et donc pour nous, ce qui est ressorti de ce groupe de travail, en fait, c'est que d'abord, ce que la low-tech n'est pas, et il faut le rappeler parce que c'est un mot qui fait peur à tout le monde, c'est que c'est pas opposé à 100% et radicalement à la technologie. Sinon, ça s'appellerait la no-tech. En revanche, on peut parler peut-être de soft tech, et c'est là qu'intervient la question du discernement. Ça renvoie aussi aux questions du choix, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est faire
remettre du discernement dans nos choix, dans les innovations. C'est ne pas développer ou soutenir des innovations juste pour soutenir une innovation parce qu'elle est révolutionnaire, mais c'est faire attention à ses externalités, positives comme négatives. C'est remettre en fait du bon sens dans tout ça, dans nos modes de vie, dans nos modes d'habiter la ville, nos quartiers, nos immeubles. Et voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est la question aussi de la réappropriation en fait, des choses, tout simplement. Aujourd'hui, dans des bâtiments ultra technologiques, on ne maîtrise plus rien. L'humain ne sait plus rien faire, on ne sait plus comment mettre de la clim, enlever, baisser les stores. Voilà. Tout ça, c'est vraiment juste du bon sens. Et dans l'innovation urbaine, au niveau du bâtiment, c'est de la conception du bâtiment, mais aussi la rénovation. C'est vraiment remettre le curseur technologique à sa bonne place. Et c'est vraiment l'idée qu'on a envie de véhiculer en groupe, et ça c'est plutôt rare quand on a autant d'acteurs parfois concurrentiels et même de secteurs différents autour d'une même table qui appellent en fait à agir là-dessus. Ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas avoir peur, que toute structure en est capable. C'est vraiment une question au départ d'insuffler un message. Ça peut partir d'une personne au sein d'une boîte ou d'un groupe, et puis voilà, on sera là en tout cas pour vous écouter, vous aiguiller si jamais vous avez envie d'insuffler cette bonne volonté au sein de vos structures. C'est intéressant. Est-ce que tu veux réagir ? J'ajoute, pour continuer ce que tu dis, que la question de la technologie dans les bâtiments rencontre aujourd'hui en fait des problèmes de maintenance, des problèmes d'obsolescence, c'est-à-dire que déjà, nous, on a du mal à faire fonctionner l'interface, mais derrière cette interface, il y a des mécanismes qui échappent, en fait, finalement, aux gens qui maintiennent ces bâtiments. Et donc, ça coûte. Et donc, c'est des risques, en fait, à considérer. Et je ne pensais pas, avant cette grande rencontre avec tous ces acteurs, rencontrer autant de témoignages sur des problématiques rencontrées aujourd'hui dans les bâtiments. C'est-à-dire qu'on a grandi toutes ces dernières années avec les smart grids et la smart city, et aujourd'hui on sait, et Philippe Biwix le répète assez dans toutes ses conférences et ses talks, que y compris Google a tourné le dos, et Cisco Systems a tourné le dos à la smart city avec des capteurs dans tous les sens. Et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie, ça veut dire que elle est plus concertée, elle est plus étudiée, elle est plus critiquée. Il y a un regard qui est posé dessus, où on dit, est-ce que là, je mets de la technologie ou pas, voilà. Et si j'en mets, laquelle? Et je trouve que la puissance du travail qui a été fait avec Paris & Co et avec tous ces acteurs, c'est de mettre en commun des retours d'expérience. Parce que même au sein d'une simple structure, et moi je l'ai vu dans des entreprises avec qui on a discuté, fait des consultings, déjà, entre services, ça ne communique pas bien. Donc, des fois, les retours d'expérience ne passent pas d'un service à un autre. Et là, en fait, ça permet de mettre en commun des critiques technologiques en disant « mais alors, moi, j'ai posé ça, et cet opérateur-là, et alors je vous le déconseille complètement ». Et en fait, c'est une manière aussi de blacklister, de se filer des conseils, peut-être d'acheter de manière groupée. C'est-à-dire que j'ai entendu des discussions entre acteurs qui disaient « ouais, alors là, est-ce qu'on ne pourrait pas s'échanger des infos ?» et peut-être... Donc, il y a une mise en commun qui est intéressante, quoi, sur... cet aspect voilà, de la collaboration pour plus d'efficacité pour mon entreprise et donc pour l'efficacité de mon système financier finalement. Ça voudrait dire que tous les outils ne sont pas conviviaux peut-être, que certaines façons de penser, en effet, la question du juste outil est aujourd'hui quelque chose qui revient. C'est marrant parce que ça arrive dans les années 70, évidemment, on travaillait la question de la convivialité des outils, leur utilisation ou pas, donc je pense évidemment à Ivan Illich. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant et aussi assez passionnant, c'est comment est-ce que, finalement, on boucle comme ça des concepts qui reviennent, et donc ce souci de revenir à l'outil juste est quelque chose qui est assez intéressant. Olivia, on parlait justement sur la question des bâtiments. Est-ce que pour Bouygues Immobilier, cette notion de plus forcément faire du béton mais faire du service est quelque chose qui est évidemment ancré aujourd'hui dans la plupart des projets. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur la façon dont, quelles sont les stratégies qui sont mises à l'œuvre? On a parlé tout à l'heure d'un exemple qui est celui de la nature. On peut poursuivre là-dessus, mais peut-être plus largement, est-ce que vous pourriez nous offrir un éclairage? Alors peut-être à deux échelles.
Aujourd'hui, donc Bouygues Immobilier, promoteur immobilier, beaucoup de logements, bureaux et puis aménagement territorial. Ce soir, cet après-midi, on fait une conférence sur le design, c'est-à-dire comment on se met à la place de l'usager, vraiment, avec des techniques de conception qui partent de lui pour pouvoir proposer des choses qu'il va utiliser justement de manière sobre, tout en étant bien. Et on va parler du design with care, et vous parliez de 30 mètres carrés par habitant. Ben, on se rend compte, il y a une charte qui a été écrite qui s'appelle la charte du Verstelen par Cynthia Fleury et un autre co-auteur dont j'ai oublié le nom, qui dit ce qui ne peut être volé. Les gens ont besoin d'une vue, les gens ont besoin de silence. Et en fait, je pense que cette question de la sobriété, pour y revenir, ça revient à se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est essentiel quand on va livrer un bâtiment, quand on va livrer un quartier pour l'habitant? Et je reboucle un peu par... alors oui, je pourrais vous parler de bas carbone, du fait qu'on fait Saint-Julien-en-Genevois, où on essaye de mettre en place de la mobilité douce et une série de services qui vont permettre de baisser de 40% ces fameuses 12 tonnes qui sont les émissions de gaz à effet de serre d'un Français moyen sur un an. On fait ça, mais je reviens un tout petit peu à cette question de la nature qui peut être aussi une solution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a des bienfaits et elle propose des choses en ville et dans la structuration de la ville qui peuvent permettre d'éviter en fait certaines technologies. Alors je vais vous donner un exemple, le rafraîchissement. En fait, on se rend compte, par exemple, quand on plante une ville, même quand on va plus loin jusqu'à des infrastructures vertes, on n'y est pas encore toujours, mais c'est possible, on va créer du rafraîchissement sans créer aucune technologie. Si vous avez un taux de canopée, c'est-à-dire que vu du ciel, vous voyez beaucoup d'arbres, vous pouvez aller jusqu'à 6 degrés de moins quand vous passez. Alors, par contre, la technologie, là, elle va être utile pour monitorer. C'est ce qu'on fait, par exemple, sur le quartier de Ginkgo à Bordeaux. On a un quartier qui est assez végétal. Et ben là, on est allé regarder avec des indices qui s'appellent ICU, donc, pour voir s'il y a des îlots de chaleur urbains, avec des capteurs qu'on va mettre. Et on va essayer de comparer dans notre conception de l'aménagement, et là c'est un projet réalisé et livré, à quel moment il y a de la fraîcheur qui se met de manière naturelle parce qu'on a planté, à quel moment non. On va même avoir des diagnostics d'arbres et on va regarder quel type d'arbre crée plus de fraîcheur que d'autres. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à mettre en place chez nous à l'échelle de l'aménagement urbain. On le sait de manière un peu naturelle, mais là, on essaie vraiment de le professionnaliser pour que demain, quand on conçoit un quartier, il n'y a peut-être pas besoin de rafraîchir les villes de manière trop technologique, mais que justement, on passe à des solutions plus simples. Et puis à l'échelle du bâtiment, on s'est engagé cette année à mettre en place des jardins. Alors, ça va vous paraître basique, mais en fait, on sort un peu de la logique. Je livre un bâtiment fini, une infrastructure grise, et je vais livrer aussi un potentiel qui est un jardin. Ce jardin, c'est pas n'importe lequel. On a travaillé sur une charte. Il va être favorable à la biodiversité et aux expériences de nature, parce qu'on sait à quel point ça crée aussi, vous parlez de services, ça crée en tout cas du bien-être pour les habitants. Il y a des études très très poussées sur la santé et la nature en ville. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des études même qui se font, on fait jardiner des gens et on essaye de voir, on les fait jardiner de manière hebdomadaire, il y a des chercheurs qui suivent pour voir à quel point ça fait baisser leur pathologie et on se rend compte que ça fait baisser certaines pathologies et notamment aussi le stress, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place dans la ville et c'est une forme de sobriété, alors au sens vraiment large, parce que finalement, on donne accès à des choses sans créer une technologie supplémentaire qui va bouffer l'énergie. C'est intéressant parce que la question des compétences, des savoirs, alors après, savoir si les gens en bas d'immeuble souhaitent ou non animer, parce qu'il y a cette question-là. Après, c'est comment est-ce que je mets en compétence des gens sur ces sujets-là. Je voulais poser la question sur la question des métiers. Qu'est-ce que ça change en termes de métier, ou qu'est-ce que ça continue en termes de métier, d'aborder cette question de sobriété? Alors, c'est plus une question que vous posez depuis très longtemps, mais est-ce que dans vos métiers, ça change quelque chose? Et puis même dans votre relation à l'usage, donc là on vient d'en parler, comment on transmet ça? Quelle relation on entretient? On parlait à un monde d'outils, donc là, avec EcoWatt, ces éléments-là, mais qu'est-ce que ça change dans cette relation métier et usage? Peut-être, je ne sais pas, Antoine Sellier, est-ce que vous auriez quelque chose à nous... Donc, par rapport au métier, en tant que métier de distributeur, vous voulez dire, alors nous, la sobriété, c'est la sobriété carbone. Nous, on y travaille. Actuellement, il y a 400, même 500 méthaniseurs qui injectent du gazeur dans notre réseau. Nous, ça a complètement bouleversé notre système. Parce qu'avant, c'était un système très centralisé. Maintenant, on gère des boucles locales. Donc les techniciens doivent aller ouvrir des vannes à certains endroits. Enfin, c'est très artisanal ce que je raconte, mais c'est la réalité. On a une production locale de gaz à partir de déchets agricoles. Donc ça, il y en a 500 aujourd'hui sur le réseau et il y en a 1000 qui vont arriver. On est obligé de se préparer.
Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir des chocs climatiques de plus en plus violents. On est en train de travailler sur des plans inondation. On s'est rendu compte que notre réseau est très résilient. En cas d'inondation, en fait, nous, le gaz étant sous pression dans le tuyau, au moment où il redémarre tout de suite. Il n'y a pas de problématique. Donc, du coup, on travaille sur ces sujets-là, de se dire la pression dans les tuyaux permet-elle de résister aux inondations. Donc, voilà. Donc, on voit que c'était des questions avant. L'inondation, c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, on se rend compte que non, ça devient un vrai sujet dans certaines villes, à certains endroits, et on y travaille pour que le réseau soit résilient. Donc, effectivement, toute cette question de la sobriété, oui, elle impacte vraiment notre façon de travailler. Ouais. L'évolution des métiers est plus tout la même. Moi, je rebondis sur le design, puisque je suis designer. Et du coup, on a travaillé avec la Cité du Design. Alors, il y a quelques années déjà, mais je crois que c'est un travail qui n'a pas vieilli, parce qu'en 10 ans, il n'y a pas eu des révolutions ni énergétiques, ni en termes de rénovation. Et en fait, on a observé avec la Cité du Design et avec un pool de designers des logements sociaux, mais au plus près des gens. C'est-à-dire que carrément, on s'est incrusté chez eux en les filmant, les enregistrant, en dessinant, voilà. Et on a fait un atelier de créativité uniquement observé sur les usages, en fait, quoi. Donc c'est vraiment, on n'avait pas le droit de, en tant que concepteur, se dire ah tiens, mais les gens ils pensent ça, ils font ça. Non, on devait partir d'observations systématiques. Et on s'aperçoit à quel point les gens sont d'une inventivité exceptionnelle quand il s'agit d'économiser de chauffage, alors qu'on a des fois pas assez d'argent pour payer le chauffage. Donc on condamne des pièces, on surisole avec des matelas des fenêtres, on économise l'eau avec des seaux, des machins, des trucs. Et nous, on a du coup posé en fait une sorte de regard de designer pour, je dirais, faire du bricolage, un objet ou un service. Donc c'est une étude qui s'appelle EGAL, énergie garantie aux locataires. C'est-à-dire qu'on était parti du principe que l'opérateur qui louait fournissait une garantie de temps de confort thermique par mètre carré à l'année, et que le locataire, lui, payait ce qui était au-dessus, en fait, potentiellement. Donc voilà. Puis c'est une étude après qui a donné d'autres études avec aussi Leroy Merlin sur la question justement de la précarité énergétique, mais qui est forte d'enseignement pour des nouvelles conceptions finalement. Donc je vous encourage à découvrir ces travaux. Et sinon, sur le site Atelier 21, il y a une rubrique précarité énergétique, Act for Energy, et qui justement travaille avec des étudiants et de la créativité. J'en parlais à Régis. On essaye aujourd'hui, justement, face à la crise énergétique arrivante, connaissant la situation précaire des étudiants et de la précarité énergétique, qui est un phénomène dont je dirais, peu de services de l'État s'occupent. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs pour les gens qui habitent, les propriétaires habitants, les locataires, etc., sur la précarité. Les étudiants, non, en fait, ils sont hors des radars. Et donc, à l'Atelier 21, en travaillant sur la précarité énergétique depuis une dizaine d'années, on s'est dit, voilà, en fait, on va foncer sur les étudiants. Pourquoi ? Parce qu'on est persuadé aussi que de travailler avec les étudiants de manière large en France, ça peut vraiment toucher beaucoup de gens sur la question énergétique, de la sobriété, des comportements, des technologies, des techniques, et que ça peut éviter des basculements dans la précarité énergétique. C'est-à-dire que c'est un postulat qu'on avait pris avec Leroy Merlin, où on s'était dit on ne va pas traiter directement les gens qui sont dans la précarité énergétique, mais ceux qui sont prêts à tomber dedans, pour éviter des situations de basculement. Et donc voilà, le design en fait est l'observation de l'usage et la collaboration avec l'usager. Et je te rejoins, Régis, dans ton travail en fait sur le territoire. Il est ultra essentiel. Et en fait, le design, la sociologie, l'anthropologie des usages aujourd'hui, c'est des choses qui commencent à s'imposer, parce que on sait que la technologie n'arrivera pas, même si on la pousse, à faire ce qu'on veut des gens et faire ce qu'on veut des comportements. Ça marche. C'est plus complexe que ça. Phébé, est-ce que la question du design, c'est quelque chose que vous abordez dans le laboratoire Urban Lab ? Alors, c'est quelque chose qu'on voit sensiblement émerger effectivement dans les tendances qu'on peut observer dans l'innovation urbaine. On va certainement y réfléchir avec certains de nos collaborateurs qui sont plus ou moins experts sur le sujet. Et ça pourra même faire l'objet de futurs ateliers métiers, qui est un des formats d'accompagnement aussi qu'on apporte, ou de groupes de travail. Mais pour ce qui est de la transformation des métiers, nous, en tant qu'accompagnateurs, en fait, on voit passer beaucoup de tendances, justement, d'année en année, parce qu'on
on fonctionne en promotion en fait, de porteurs de projets, de start-up, etc. Et donc d'année en année, on voit vraiment évoluer les pratiques et les métiers de la fabrique urbaine. Pour en citer certains, mais vous en connaissez certainement, c'est en ville, on voit pulluler des recycleries, des tiers-lieux, des lieux de réemploi dans ce secteur de la reconstruction, etc. Mais dans nos métiers à nous, donc d'accompagnateurs, forcément, on a dû aussi faire évoluer nos pratiques, tout simplement parce que, donc, pour faire face à justement ce besoin usager, notamment, à travers notre laboratoire d'expérimentation, on va justement accompagner des solutions ainsi que des grands groupes à tester en réel des solutions avant en fait de les mettre à l'épreuve et de les commercialiser, justement en fait pour faire ce test usager, pour avoir ce retour en réel de l'habitant, parce que voilà, il faut qu'une solution réponde à un besoin non couvert sur un territoire ou une population donnée, et c'est une des évolutions de notre métier. On fait ça depuis longtemps, mais c'est voilà, de plus en plus demandé par les projets qu'on accompagne. Et évidemment, donc, tout à l'heure, je parlais du choix dans les innovations qu'on accompagne. Forcément, on se garde le droit de ne pas accompagner ou de ne pas soutenir des innovations qui nous paraissent trop risquées en termes d'impacts environnementaux, sociaux. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un vrai choix à faire là-dessus. Et nos métiers évoluent. On a un programme impact à l'échelle de Paris & Co qu'on développe justement là-dessus. Et on essaye d'aider et d'accompagner nos porteurs de projets à mesurer ces impacts, ces externalités positives et négatives, parce que c'est important quand même de faire la balance entre les deux et d'ensuite pouvoir leur fournir des plans d'action, des objectifs. Bien. Alors, je ne suis pas du tout expert, mais je pensais aussi à des métiers existants comme diagnostiqueur, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, ces métiers qui sont confrontés et qui vont être de plus en plus confrontés aussi à des notations d'appartements, est-ce qu'on est en capacité, un laboratoire comme Urban Lab, de venir rajouter peut-être des briques, compétences, accompagnement sur ce type de métier-là, qui évidemment ont une importance relativement importante? C'est évident, et je pense que notre force chez Paris & Co et à l'Urban Lab, c'est justement d'être cet ensemblier et de pouvoir faire des liens entre des acteurs où parfois il manque une compétence en interne, ou c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même entre concurrents, en fait, on a plein de choses à s'apporter. Et on est là justement pour faire le lien, pour interroger, pour pousser à toujours remettre en question en fait, les activités des uns des autres, les pratiques, les choix. Et je pense que ce rôle-là de metteur en relation, c'est ce qui fait que ça peut apporter des nouvelles compétences aux uns et aux autres. Peut-être sur la notion de stratégie urbaine, peut-être revenir sur la notion aussi de local. Régis, sur l'énergie de Nantes, peut-être nous raconter aussi ce qui amène quelqu'un à monter une entreprise qui s'appelle Énergie de Nantes, et quel est le choix, l'engagement derrière ça. Et j'imagine qu'il y a une volonté aussi de faire la démonstration, tenir la promesse que localement les choses sont possibles sur ces questions d'énergie qu'on pense être généralement des questions à d'autres échelles. Donc il faut que je parle de moi, c'est ça? Un petit peu. Alors, c'est vrai que, donc du coup, moi j'ai passé de nombreuses années dans des grandes entreprises, notamment dans un grand groupe de l'énergie avec qui voilà, j'ai rencontré des personnes formidables et avec qui je garde de très bons liens. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que il était nécessaire, je me suis rendu compte de cette nécessité, je répète beaucoup depuis tout à l'heure, ce côté de démocratie, d'impliquer les gens, de faire du collectif. Et c'est quelque chose que je me suis retrouvé à un moment plus en capacité de faire dans un grand groupe. Et donc j'ai décidé de monter une association, quoi. Ce qui est un peu un chemin à rebours-poil. Certains pourraient dire appellent ça de la désertion. Mais en tout cas, effectivement, j'ai souhaité à un moment faire les choses différemment. Ce qui amène à ça, je vais continuer à citer des auteurs que tu as commencé à citer et que j'aime beaucoup. Donc Illich parlait effectivement de la convivialité des outils et du fait qu'il fallait, pour qu'on puisse avancer collectivement, qu'on ait des outils qui soient appropriables. Et il parlait aussi beaucoup, Illich, on a parlé de la question du métier, c'était quelqu'un qui n'aimait pas du tout la professionnalisation du monde et la division du travail.
typiquement, je pense que Illich, il n'aurait pas beaucoup aimé le métier de diagnostiqueur qui arrive et qui met quelques notes sur des isolations et c'est pas forcément évident de savoir, mais qui prônait beaucoup plus des notions de retour vers l'artisanat, la réappropriation des savoir-faire par et pour toutes et tous, quoi. Et donc, quelque part, c'est cet enjeu-là qu'on veut essayer à l'échelle d'Énergie de Nantes. Et on voit bien que c'est quand même un gros travail où il faut être proche des gens, il faut être en capacité de pouvoir les aider. Alors, ça a déjà été dit, il y a besoin de faire plus de facilitation, de créer des liens, tu l'as dit, Phébé, d'arriver à mettre en cohérence tout ça, mais aussi de faire en sorte de se réapproprier des savoirs, de pouvoir apprendre des choses. Typiquement, alors voilà, après de la théorie, je vais parler un peu de concret. Nous, ce qu'on essaye de recréer à Nantes, c'est un circuit court de l'énergie. On est producteur d'énergie, on devient fournisseur d'énergie, mais notre entrée première, c'est comment est-ce qu'on fait collectivement pour mettre en place des actions pour réduire notre consommation. Ça veut dire que concrètement, on fait des ateliers dans des espaces avec des gens où on s'organise pour se dire « Ok, on peut trouver des matériaux isolants à tel endroit. Ok, on va mettre en place telle action, tel groupement d'achat pour, je ne sais pas, acheter des chaudières très haute performance moins chères. » Ça veut dire aussi qu'on essaye de trouver de la convivialité dans les moyens de production. Nous, on est fans des moulins. Et on se dit, il y a plein de moulins. Alors, moi, j'habite à Nantes, il y a plein d'eau autour. Et il y a plein d'anciens moulins qui fabriquaient de la farine ou qui peuvent produire de l'électricité notamment. Et cet enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte d'attirer les gens pour que, par elles et par eux-mêmes, puissent entretenir, rénover, prendre soin de ces installations-là. Ce qui est super intéressant, c'est que quand on commence à s'impliquer, en général, ça coûte moins cher. Et donc on résout et en même temps cette problématique de développement des énergies renouvelables, de réappropriation des savoirs, mais aussi potentiellement de la précarité énergétique. Puisque on peut, vu qu'on fait les choses par nous-mêmes, ça coûte globalement moins cher. Très bien. Sur la question, c'est marrant parce que j'allais poser la question de l'héritage aussi. Qu'est-ce que de quoi on hérite sur ces notions de sobriété? C'est-à-dire que je me disais que peut-être toi, Cédric, tu as beaucoup travaillé sur ces notions d'héritage, de ce qu'on aurait pu trouver il y a quelques années, quelques centaines d'années dans le passé en termes d'innovation, qui aujourd'hui nous raconte quelque chose, voire même nous offre des solutions. Est-ce qu'on peut aller creuser, chercher la sobriété loin, des solutions pour la sobriété? Oui, on peut aller très très loin. Sur le site paléo-énergétique, je crois que la première entrée, c'est des éoliennes en Iran, qui ont plus de 1000 ans, qui tournent toujours. Bon, il y a eu de la maintenance, hein, bien sûr, mais et la maintenance, elle est essentielle. On en parlait tout à l'heure. Moi, je prends souvent l'exemple, une voiture est sur une ligne de production pendant 24 heures, et en fait, on va la maintenir pendant 15 ans, 25 ans si on est en Afrique, si elle finit sa vie. J'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps en mission pour Schneider Electric, et la question de la maintenance, elle est intéressante, je trouve. Et pour une maison, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une maison, on la fabrique en très peu de temps, et en fait, on va passer son temps à la maintenir. Donc en fait, on devrait, je trouve, en tant que concepteur, avoir une approche de la maintenance. Ça devrait être notre principal problème. Et dans le passé, effectivement, on fabriquait une fois. Et ça durait pour plusieurs générations. Moi, je suis donc passionné par les vieilles technologies. On fait ce projet parce que, passionné par l'innovation, je me suis aperçu qu'il y avait aussi énormément de choses dans l'histoire, des techniques, qu'elles étaient éparpillées dans l'histoire notamment de l'énergie, parce que le biogaz, ce n'est pas du véhicule électrique, qui n'est pas de l'éolien, qui n'est pas du mur trompe, qui n'est pas de la maison passive, qui n'est pas du biogaz ou d'hydrogène. Et du coup, pour la COP 21, en fait, en 2015, on s'est dit qu'il fallait, et on a été soutenu par le ministère de l'écologie à l'époque, constituer une base de données collaborative. Donc aujourd'hui, c'est un site web, c'est une petite frise. On peut voir sur le stand PL47 un morceau de frise. C'est une communauté, c'est un outil de travail qu'on a utilisé en fait avec Urban Lab, mais dans les entreprises. Donc la frise, elle est dans les entreprises et tout le monde participe parce que chacun a un petit bout de savoir en fait. Et surtout, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que toutes les périodes de crise ont été extrêmement riches en innovation et en invention et en bricolage, et on trouve des solutions avec ce qu'on a, on fait avec.
et que dès que le pétrole redevient abondant, le charbon redevient abondant et à un prix raisonnable, hop, tout ça redisparaît. Aujourd'hui, face au chaos climatique, comme le disent les Anglais, on n'a plus le choix. C'est pas une question de prix, même si ça peut en être une aussi, mais c'est pas que une question de prix et de disponibilité de l'énergie sur le marché. C'est aussi une question qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, qu'il faut faire très vite. Donc moi, je suis pas anti-technologie, au contraire, je suis preneur. Mais on a une grande capacité à déjà faire avec. Et ce qu'on nous a dit aussi à Glasgow, c'est que certains ateliers comme la fresque du climat peuvent avoir tendance à laisser un désarroi après, carrément de l'éco-anxiété, qui est un phénomène social aussi dont il faut prendre conscience et sur lequel il faut travailler aussi collectivement. Et nous disait que la frise paléo-énergétique, vu qu'elle montre déjà des solutions qui ont été faites, refaites, qu'elles sont dans le domaine public, donc qu'elles appartiennent à tous et toutes, et qu'en plus, l'histoire, en fait, a la capacité de sortir d'un débat émotionnel. Parce qu'aujourd'hui, on doit être pour ou anti-éolien, on doit être pour ou anti-véhicule électrique, on doit être pour ou contre le gaz, on doit être pour ou contre le biogaz, et l'hydrogène, et le nucléaire, je ne vous en parle pas. On doit être pour ou contre. Mais sauf que la question, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle ne peut pas se résumer à oui, non, quoi. C'est pas binaire, l'énergie. C'est complexe. Et du coup, je crois que le travail de l'Atelier 21, c'est de faire de l'éducation populaire à tous les niveaux, mais au niveau professionnel aussi, au niveau universitaire, de faire de la recherche. On collabore énormément avec des écoles pour faire de cette question énergétique une question complexe, riche, et surtout qu'on s'approprie. C'est-à-dire que l'énergie... tant qu'on n'avait pas de problème, on appuie sur le bouton et puis oui, mais il y a des centrales, il y a des trucs, il y a des gens qui s'en occupent, tout va bien. Et là, on commence à reconcerner les gens dans leur consommation, le fait qu'il y a potentiellement des délestages, qu'on leur pose la question de la sobriété, que les énergies renouvelables arrivent, que voilà. C'est une formidable révolution qui est en train de se passer en fait. Moi, je trouve que c'est riche en fait. Je me rends compte qu'on a abordé assez peu quand même les solutions aujourd'hui sur l'innovation urbaine, mais je pense que c'est relativement intéressant. Puis il y a une actualité tellement brûlante qu'on a abordé certains autres sujets. C'est vrai que la question aussi de l'héritage pour des grands groupes, qu'est-ce qu'on vient chercher? Est-ce qu'il y a une sorte de vieux registre où on a des inventions, des choses que vous avez pu voir qui ont existé, je sais pas, pour un groupe comme Bouygues, même pour GRDF? Est-ce que à l'école des mines, alors, oui, dans les archives des étudiants qui ont bossé dans les années 70 pendant les crises du pétrole, bah les profs, l'État, tout le monde y allait de son invention. Moi, j'ai acheté toute la collection des sciences et vie. D'ailleurs, un ingénieur de GRDF, c'était la collection de son grand-père. Et en fait, quand je cible et que je vais dans les années 70, je tombe sur plein de pépites. Après-guerre en France, pareil. Là, j'étais dans le sud de la France, j'ai acheté un bouquin qui est sorti en 51. Il y a énormément de choses sur les vélos, avec des bricolages, des gens qui ont fait des trucs, qui ont fait des futurophites sur des vélos, qui ont installé des moteurs dessus. L'innovation est extrêmement riche. Et dans les entreprises, on peut retrouver des héritages, dans les universités aussi. Et je pense que aussi, des entreprises assez anciennes, ça peut être très intéressant de montrer tout ça, en fait, pour les gens qui arrivent, les nouveaux collaborateurs, les stagiaires, pour faire du commun, en fait. Et j'étais assez étonné parce qu'on a un de nos projets qui est incubé chez ST Microélectronique. Et à Tours, sur le site de Tours, ils ont un mur des brevets. Et alors, c'était un petit moment de sympathie devant ce mur des brevets parce qu'effectivement, ça fait une culture commune de l'entreprise aussi, quoi. vous vouliez réagir, Olivia? Ouais, enfin, je trouve ça très, très intéressant ce que vous dites. Ça me fait réagir parce que, bon, déjà, je note toute la question de la coopération, hein, qui est super intéressante et qui exige aussi d'ailleurs d'autres compétences, d'autres manières de travailler ensemble. Mais après, des innovations, il y en a eu. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se pose à nous, la question qui se pose à nous, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que oui, il y en a plein dans les tiroirs, etc. Et vous parliez des grands groupes. Bah oui, quand je suis arrivée il y a 5 ans chez Bouygues Immobilier, il y avait déjà la revue bas carbone avec les bâtiments les plus performants qu'on avait pu livrer. Il y avait déjà le label Biodiversity. Il y avait déjà toutes ces choses-là, elles existaient déjà. Par contre, on ne se les était pas imposées sur l'ensemble de la production. Et à partir du moment où on décide ça, ça change un peu la donne pour une entreprise, hein, en termes de conduite du changement, parce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde adhère à ce projet d'entreprise. Et il faut réussir à faire pivoter le modèle et les compétences et les gens.
Alors, on a abordé un certain nombre de nouvelles compétences là, depuis le début de la conférence. Moi, je retiens le design. De manière classique, dans la promotion immobilière, il n'y avait pas, donc ça arrive. Nous aussi, il y a la digitalisation. Aujourd'hui, on BIM nos projets, ce qui va d'ailleurs permettre, parce que la question de la donnée, elle est essentielle, en fait. Si on ne sait pas la qualité des matériaux qu'on assemble pour faire un bâtiment, bah, demain, on ne peut pas le déconstruire et non pas le démolir. On sait pas, si on ne connaît pas les performances carbone de tous les matériaux qu'on assemble, et ben voilà, donc il y a toute cette question de la donnée aussi, le design, et puis la RSE. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est aussi... voilà, il faut qu'on fasse pivoter et qu'on donne envie, parce que vous en avez parlé, la sobriété joyeuse, etc., à nos collaborateurs de changer leur manière de faire, d'utiliser l'autre cerveau, celui qui est adaptatif. Et donc pour ça, quelques recettes, parce que en tout cas moi c'est vraiment mon métier, cette conduite du changement. Que ça soit porté par la direction générale, et que ce soit un nouveau paradigme, un nouveau discours, et qui monte la voie. Ça c'est très important, c'est assez classique. Après, c'est les compétences. C'est avoir un vernis culturel tous. Aujourd'hui, quand on forme au bas carbone, à la biodiversité, c'est tous les collaborateurs qui sont formés, tous. De l'assistante au PDG, c'est la même formation. On a des stats. 98% sur la biodive récemment. Et puis après, il y a des modules plus spécifiques. Et puis après, c'est dans la vie de tous les jours, tous les processus de décision. Je signe un terrain, une promesse, et je vais faire mon bâtiment. Je suis bête et méchant. Ils sont où les critères carbone et les critères biodive de mon projet ? Là, on s'est battu pour que ça soit un truc qui soit discuté dans chaque réunion, porté par chaque manager, et qui soit même incentivé à la fin. Donc voilà, c'est juste pour dire que du coup, ces beaux projets exemplaires qu'on avait aujourd'hui, nous, toute l'ambition qu'on a, c'est aussi sur un petit bâtiment de 40 logements, de 60 logements, qu'il y ait une attention sur le bas carbone, sur la biodiversité. Et c'est aussi dans le diffus, par petites touches. Après, bien sûr, il y a les grands projets, les projets d'aménagement, qu'on va réussir à faire cette transition qui est coûteuse et à laquelle on doit donner du sens vraiment pour faire bouger les équipes. Phébé, j'ai envie de finir avec vous, parce qu'on arrive à la fin, et puis je ne sais pas si on aura des questions après, mais je crois qu'il y a un PLU qui arrive, un peu particulier. Est-ce qu'on pourrait nous en parler ? En effet, alors juste 5 minutes pour réagir sur la notion de changement d'échelle. Ça me fait plaisir que vous en parliez, parce que justement... c'est aussi un de nos mots d'ordre, effectivement. Voilà, nous, quand on voit toutes ces innovations passer, que ce soit dans le groupe de travail ou toutes les innovations qu'on accompagne, souvent on nous demande, mais d'accord, c'est bien, mais quand est-ce qu'on le voit partout dans la ville ? Et donc c'est un de nos vraiment chevaux de bataille, le changement d'échelle. Ça a fait l'objet d'un groupe de travail l'année dernière sur ce sujet-là, le changement d'échelle. Il s'appelait comme ça. Et on est allé interroger justement des dizaines d'acteurs, toutes structures confondues, pour leur demander en fait, mais comment vous avez fait vous pour essaimer vos modèles, quelle méthode ? Et voilà, il y a plusieurs enseignements qu'on a pu en retirer, le collectif, les modèles de financement, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose qui nous est très cher. Et tout à l'heure, on parlait justement donc pour revenir sur la question du PLU. De renaturer la ville, de rafraîchir nos villes, de lutter contre les îlots de chaleur. C'est quelque chose dont on sait que la ville est en train de s'emparer, effectivement, avec donc la révision du plan local d'urbanisme qui va devenir un PLU bioclimatique. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre en compte justement toutes ces questions en amont et non plus... de lutter contre un changement climatique, mais d'en fait prendre ces questions en compte vraiment dès le départ, dès la conception, et pour la rénovation aussi. Il faut savoir que aujourd'hui nos villes, elles sont, en tout cas à Paris, 99% construites. Enfin, le parc immobilier, il est là. Donc ça sera surtout sur de la rénovation énergétique. Donc il y a toute cette question évidemment, mais vous en parlerez mieux que moi. Et donc de la nature en ville, remettre du vert pour faire respirer nos villes partout. Donc voilà, ça c'est des questions qui sont en train de se poser, et évidemment en faisant attention à l'esthétisme parisien, l'esthétique parisienne. Il y a un manifeste aussi de la ville sur ce sujet-là, parce que forcément à Paris, c'est des questions qui se posent avec des mouvements comme Saccage Paris, tout ça. Voilà, on ne peut pas tout se permettre dans une ville qui est considérée comme la plus belle du monde. Et donc voilà, il faut réussir à concilier tout ça tout en faisant attention à rendre nos villes plus désirables, tout simplement. Merci. Merci à vous quatre. Alors, on est, je crois, je ne sais pas si on a le temps de poser quelques questions. Est-ce que vous souhaitez... Est-ce qu'il y a des questions dans le... Est-ce que vous avez intégré les démarches de biomimétisme en fait dans
approches. Parfois, on en parle effectivement sur la façon de designer la ville, etc. Alors, moi, le biomimétisme me passionne de longue date. D'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir sur l'histoire du biomimétisme que je n'ai pas encore lu, mais je crois que c'est ma prochaine lecture. Je ne sais plus chez quel éditeur, mais je pense que c'est pas mal. Moi, ce que je dis, c'est que la rétrotech la plus ancienne, c'est la nature. Et que du coup, le biomimétisme rejoint complètement le travail de paléo-énergétique. Et que dans paléo-énergétique, on a les recherches sur l'éclairage bioluminescent du début du siècle, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la nature. Je pense que les anciens, notamment dans les pays du Sud, se sont bien inspirés des termitières pour la ventilation, etc. Et qui s'étaient aperçus de l'ingéniosité aussi, de la pertinence des abeilles, des systèmes constructifs, de la géométrie. J'ai des bouquins du 19e sur la géométrie des insectes. C'est absolument... L'insecte en tant qu'ouvrier. Et donc, c'est des scientifiques à l'époque qui ont observé et qui ont dessiné et raconté en observant les oiseaux et toutes les architectures, je dirais, vernaculaires et animales. Tu nous donneras les heures d'ouverture de ta bibliothèque. Hein. Ouais. Alors, on risque... on travaille sur l'ouverture d'un micro-musée dans le 13e, en relation avec Paris, la ville, Paris & Co aussi, Urban Lab, puisque c'est un terrain d'expérimentation là-bas. Il y a déjà un Emmaüs, il y a le SS Space, qui est un incubateur d'économie sociale et solidaire. Nous, on a à côté, on travaille aussi avec Agorae, qui sont des gens qui travaillent sur la précarité étudiante. Il y a un Emmaüs qui vient d'ouvrir, et puis sous le pont, il y a aussi une sorte de friche container qui est en train de s'installer pour raisonner avec le quartier. Donc voilà, peut-être qu'on aura justement une bibliothèque à disposition dans ce petit micro-musée dans un container qui rassemblera un peu toutes nos recherches qui sont bien sûr en ligne. Et du coup, je me permets de resignaler cette brochure que vous pouvez trouver téléchargeable, sauf erreur. Voilà, du coup, vers une fabrique de la ville low-tech. Ça résume le groupe de travail qui a eu lieu pendant quasiment 8 mois, 10 mois en tout cas, qui est le support aussi des conversations d'aujourd'hui sur la question de sobriété technologique. Bonjour à tous, merci. Moi, j'aurais un petit mot, c'est une question ouverte. Comment on pourrait prendre en compte les besoins des habitants, qui ne sont pas toujours les propriétaires? Je donne un exemple à Paris. Pour mettre des services dans un immeuble, donc un espace pour les vélos, un jardin, peut-être une laverie commune qui permet de réduire la consommation. Ça va être proposé par un syndic de copropriété. Les propriétaires ne sont pas toujours les habitants, surtout dans des grandes villes, et les locataires ne sont jamais pris en compte pour améliorer leur immeuble. Donc, est-ce que vous avez des idées ou... Voilà. Alors, bon, oui, immobilier, on fait plutôt du neuf, donc ça va être difficile de répondre à cette question. En revanche, la question de la consultation en fait, des habitants, c'est une question qu'on se pose énormément. Et ça revient toujours au même. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, si on ne répond pas à un besoin, on a raté quelque chose. Parce qu'en fait, c'est du gâchis d'énergie, du gâchis de ressources pour ne pas répondre à un besoin. Donc, aujourd'hui, on met par exemple en place des outils de concertation qu'on veut appliquer à chacun de nos projets pour que quand on crée un projet, il y ait vraiment, pas au sens juridique du terme, mais obligatoire, qu'il y ait vraiment ce dialogue qui puisse se mettre en place, qui n'est pas toujours simple. Et justement, de faire venir les personnes qui sont aussi à côté du projet, etc. C'est très important. On a aussi mené une enquête très large qui s'appelle Mon quartier rêvé. On a utilisé même une technologie pour recenser vraiment tout ce qui est remonté. Et donc, ça, c'est des habitudes qu'on commence à mettre en place. Donc, c'est un peu comme du design qu'on pourrait faire à l'échelle du bâtiment, vraiment à l'échelle d'un quartier. Et ça, c'est extrêmement important. Après, malheureusement, dans nos métiers, on livre, on est présent pendant 1 an. Alors, on essaie de sensibiliser aujourd'hui les assemblées de copropriétaires. Par exemple, si on livre justement de la mobilité douce, si on livre un jardin, etc., est-ce que ça nécessite en termes de maintenance et d'entretien? Mais à part à l'échelle d'un quartier où on va créer un organisme de maintenance plus large dans lequel on va être, comme on fait sur Nanterre Cœur Université, on va être vraiment gestionnaire du quartier. Voilà, c'est moins notre métier que celui de syndic. Voilà. Moi, je voulais vous aiguiller vers le travail d'un sociologue de l'énergie qui s'appelle Gaëtan Brispierre,
qui a beaucoup travaillé sur les copropriétés. Donc je pense que cet aspect-là, en fait, s'il l'a pas traité, que vous lui en parlez, il va en faire un chantier de recherche. Donc voilà. Et sa collègue Delphine Labouze, qui ont travaillé, qui font de l'assistance à maîtrise d'usage. Pour citer une référence, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un truc qui s'appelle du community organizing, qui a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Alinsky. En gros, il faut aller voir les gens. Et nous, par exemple, on le fait sur de la précarité énergétique, c'est-à-dire on fait du porte-à-porte. Et j'ai un exemple d'un truc qu'on commence à faire. Alors, c'est pas exactement sur l'exemple que vous citez, mais ça peut s'appliquer aussi sur trouver des espaces communs. On a entendu dans une assemblée de quartier que quelqu'un était en grosse précarité énergétique. On a été tapé à sa porte et tapé à la porte de tous les voisins. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire comprendre aux gens que il et elle avaient toutes des problématiques en commun et qu'en fait, ça pouvait être vachement utile de se regrouper pour faire valoir leur voix. Et je pense que dans le cas de... Alors déjà, il y a des syndics qui commencent à en tenir de plus en plus compte, hein, ça commence à exister. Mais dans le cas que vous citez, tout simplement se regrouper et avoir éventuellement des gens à l'extérieur qui donnent un peu l'énergie pour trouver les bonnes personnes qui vont se mobiliser, se regrouper, pour ensuite aller se diriger vers l'assemblée de CROPRO et leur dire là, on aimerait juste besoin, plutôt que d'avoir une cave qui sert à personne, de faire une buanderie commune. En vrai, je pense que c'est possible. Il faut un peu d'énergie. Mais c'est possible de le faire. Et dernière remarque, si jamais ça vous intéresse, toutes ces questions-là, il y a un porteur de projet qui s'appelle la Conciergerie Solidaire. Je vous conseille d'aller regarder. Il s'occupe de toutes ces questions-là. Et il y a aussi Voisins Malins. Eux, ils font des choses vraiment très malignes. Est-ce que c'est bon de votre côté? Encore une question? Ou est-ce qu'on rend les micros? Je vous remercie tous. Merci à vous. 4. Merci 5. beaucoup.